Suite à la disparition d'une jeune femme, sa famille découvre qu'elle avait une vie secrète. Cette secrétaire du gouverneur de l'État entretenait une liaison avec un avocat réputé. Bien que les enquêteurs soupçonnent son amant, il manque d'indices pour soutenir cette hypothèse. Le FBI devra mettre sur pied une opération secrète pour forcer son frère à se retourner contre lui. Au chic restaurant Panorama, Thomas Capano, un avocat réputé du Delaware, dînait en compagnie de sa maîtresse Anne-Marie Fahey, la secrétaire du gouverneur de l'État. Elle annonça à Capano qu'elle désirait mettre un terme à leur relation. Sa décision rendit l'avocat furieux. À la sortie du restaurant, il ramena Anne-Marie chez lui à Wilmington, à la maison qu'il avait louée depuis sa séparation. Il insista pour que la jeune femme entre afin de continuer la conversation. Il refusait que leur relation se termine là. 2 jours plus tard, quand Kathleen, la sœur d'Anne-Marie, constata qu'elle ne venait pas à un dîner d'anniversaire où on l'attendait, elle appela les policiers et vint les rencontrer à l'appartement d'Anne-Marie. Le désordre qui régnait dans l'appartement de la jeune femme ne lui ressemblait en rien selon sa sœur. Ses chaussures traînaient par terre dans la chambre à coucher à côté de son sac à main. Le détective fouilla dans le sac à main. Il y trouva le porte-monnaie et les pièces d'identité d'Anne-Marie. Il n'y avait toutefois aucune trace de ses clés. En me fiant à ce qu'on m'avait dit, ce n'était pas le genre de femme à disparaître sans raison, ni à faire des escapades sans le dire à ses proches. Dans la chambre, Kathleen trouva une pile de lettres provenant d'un certain Thomas Capano. C'étaient des lettres d'amour. Kathleen et Scanlon étaient perplexes. Anne-Marie ne leur avait jamais parlé de lui. Le détective trouva le journal intime d'Anne-Marie dans sa chambre. Il l'ouvrit à la dernière page. Les dernières lignes témoignaient de son soulagement à la perspective d'interrompre sa liaison avec Capano. Elle y avait écrit « J'ai enfin trouvé la façon de mettre un terme à cette relation avec ce maniaque contrôlant et anxieux. » Les policiers rendirent visite à Thomas Capano à 3h39 du matin. Cet homme de 47 ans, père de 4 filles et séparé de sa femme, vivait dans une maison louée à seulement quelques minutes de l'appartement d'Anne-Marie. Capano ne nia pas sa liaison avec Anne-Marie, mais il déclara qu'ils ne se fréquentaient plus depuis un certain temps. Selon lui, ils étaient restés en bons termes. Il dit au détective qu'ils avaient dîné en amis le jeudi précédent à Philadelphie. Après la soirée, il l'avait invité chez lui brièvement pour lui offrir un cadeau. Il lui avait aussi donné des provisions, puis l'avait raccompagnée chez elle. Il déclara aux policiers qu'il n'avait pas revu Anne-Marie depuis, mais que sa disparition n'avait rien d'inquiétant. Il suggéra à la police d'attendre au lundi matin, alors qu'elle se présenterait sans doute à son bureau. Comme il nous avait dit qu'elle était venue chez lui, nous lui avons demandé s'il nous autorisait à inspecter sa maison. Il a déclaré que ça lui posait un problème parce que ses enfants étaient présents pour le week-end et qu'ils dormaient. Le lundi suivant, Anne-Marie ne se présenta pas à son travail. Les enquêteurs retournèrent à l'immeuble où elle demeurait pour interroger sa voisine du dessous. Cette dernière avait été absente pendant le week-end, mais elle se rappelait avoir entendu des pas dans l'appartement d'Anne-Marie vers 21h45 le jeudi soir. C'étaient des pas plus lourds que d'habitude, un peu comme des pas d'homme. Elle n'avait plus rien entendu par la suite. Les enquêteurs de la police métropolitaine, aidés de ceux de la police d'État, vérifièrent le compte bancaire d'Anne-Marie et ses cartes de crédit. Aucune transaction n'avait été effectuée depuis le 28 juin. Aucune des connaissances de la jeune femme n'avait eu de ses nouvelles depuis ce jour. Apparemment, Thomas Capano était la dernière personne à avoir vu Anne-Marie Fahey. Ils interrogèrent la serveuse du restaurant Panorama qui avait servi le couple vers 19h dans la soirée du 27 juin. La serveuse avait remarqué que le couple semblait tendu. Anne-Marie parlait peu et n'avait guère touché à son assiette. Quand elle remit l'addition à Capano, ce dernier la passa à Anne-Marie. La jeune femme signa alors le nom de Capano sur la note. La serveuse n'avait rien entendu de leur conversation parce qu'ils cessaient de parler dès qu'elle s'approchait de leur table. Les enquêteurs interrogèrent par la suite quelques amis proches d'Anne-Marie. La liaison clandestine de la jeune femme avait débuté en 1993, soit 3 ans plus tôt. Elle avait rencontré Thomas Capano dans le bureau du gouverneur. Elle fut flattée d'avoir attiré son attention. Les enquêteurs apprirent que Capano ne cessait de combler Anne-Marie de cadeaux luxueux, mais qu'il ne l'emmenait que dans des endroits discrets pour éviter d'être vu avec elle. Elle était attirée par cet homme d'âge mûr au charme indéniable. Mais comme elle craignait que sa famille ne désapprouve cette liaison, elle n'en avait jamais parlé. Au long des mois qui suivirent, Anne-Marie confie à ses amis que, sous des dehors charmeurs, Capano était un homme manipulateur et agressif. Son comportement avait causé un tort irréparable à leur relation. Au printemps 1996, il lui annonça qu'il s'était séparé de sa femme et qu'il pourrait désormais cesser de se fréquenter dans la clandestinité. Anne-Marie voulait quitter Capano, mais lui refusait de la laisser partir. Puis, peu avant sa disparition, Anne-Marie commença à fréquenter Michael Scanlon. Elle le décrivait comme étant quelqu'un d'affectueux et de stable. C'était la relation amoureuse qu'elle souhaitait depuis longtemps.
Pendant ce temps, Thomas Capano continuait à la poursuivre de ses assiduités. Anne-Marie avait confié à ses amis qu'il l'épiait. Elle avait peur de lui et voulait qu'il la laisse en paix. Nous avons commencé par obtenir les relevés des appels téléphoniques et des transactions de cartes de crédit. L'assistant du procureur Colum Connolly remarqua que Capano avait fait un achat de $308 à un entrepôt de papier peint seulement 2 jours après la disparition de Fahy. J'ai trouvé cela étrange parce que Capano vivait dans une maison louée. J'ai appelé l'entrepôt de papier peint et la personne qui a répondu a dit « Tapis Airbase, bonjour ». J'ai regardé Robert Donovan et nous avons immédiatement pensé la même chose. Il devait avoir enroulé le corps dans un tapis. Mais il fallait plus qu'un simple pressentiment pour convaincre un juge de leur donner un mandat de perquisition. Rendu à ce point, nous avions un doute raisonnable sur le rôle qu'avait joué Thomas Capano dans la disparition d'Anne-Marie Fahy. Mais nous doutions grandement de pouvoir trouver quelques preuves dans sa maison. Les enquêteurs apprirent alors que la femme de ménage de Capano était allée faire l'entretien de sa maison 4 jours avant la disparition d'Anne-Marie. Capano lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'elle la semaine suivante, puisque ses enfants ne devaient pas venir. À l'évidence, Capano avait menti aux policiers. L'avocat leur avait dit que ses enfants dormaient dans leur chambre et qu'il ne voulait pas les réveiller. 3 semaines plus tard, la femme de ménage revint à la maison et s'aperçut qu'il y avait eu quelques changements. La causeuse et le tapis du salon avaient disparu. À leur place se trouvaient 2 fauteuils et un tapis tout neuf. Cette simple observation fournissait à l'assistant du procureur tous les arguments nécessaires pour obtenir un mandat de perquisition. Le 31 juillet, ils obtinrent finalement l'autorisation de fouiller la résidence de Thomas Capano. Nous avons fouillé toute la maison, mais nous avons porté une attention particulière à la grande pièce du rez-de-chaussée parce que nous croyions qu'Anne-Marie Fahy y avait été tuée. L'équipe trouva les 2 fauteuils et le tapis neuf que leur avait décrit la femme de ménage. Ils les déplacèrent pour voir ce qui se trouvait dessous. Le plancher était propre, mais sur la plainte à proximité, ils trouvèrent un indice prometteur. À peine visible pour un œil peu exercé, se trouvaient 2 taches brunes qui ressemblaient à du sang séché. Les agents les recueillirent en les humectant au préalable d'une solution saline. Ils espéraient que les experts du laboratoire judiciaire du FBI à Washington leur fourniraient des preuves irréfutables à partir de ces échantillons. Justy commença par faire le test de Castlemeyer. Le test fut concluant. Nous devions ensuite chercher à découvrir si ce sang provenait d'Anne-Marie Fahy. Sans l'ADN de la jeune femme ou celui de ses parents, il était impossible de vérifier si le sang provenait d'elle. Les frères et sœurs d'Anne-Marie fournirent alors une piste aux enquêteurs. En vérifiant dans son agenda, ils avaient constaté qu'elle avait fait un don de sang 1 mois avant sa disparition. Les agents se rendirent à la banque de sang en vue d'obtenir un échantillon. Malheureusement, il était trop tard. On avait extrait le plasma du sang avant de l'envoyer outre-mer. Les chances de le retrouver étaient très minces. Pendant ce temps, Thomas Capano continuait à vivre dans le luxe et l'aisance. L'équipe chargée de l'enquête croyait qu'un complice avait probablement aidé Capano à se débarrasser du corps d'Anne-Marie. Le 6 août, l'agent Alpert reçut un appel de Sean Taylor, un gérant de projet de l'entreprise de développement de Louis Capano. Taylor détenait des informations qui pouvaient, croyait-il, intéresser les enquêteurs. Il accepta de rencontrer agents et détectives dans un endroit isolé, car il craignait pour sa vie si les frères Capano venaient à découvrir qu'il avait parlé aux autorités. Il nous a informé qu'il était gérant de projet de l'un des chantiers de construction de Louis Capano et Associés. Le 1er juillet, soit le lundi après la disparition d'Anne-Marie, on lui a demandé de faire vider les 4 bennes à ordures qui se trouvaient sur le terrain. Il a trouvé cela étrange parce qu'aucune des bennes n'était pleine, d'autant plus que cela entraînait des coûts inutiles. Ces déclarations renforçaient la conviction des enquêteurs qu'un complice avait aidé Thomas Capano à disposer du corps d'Anne-Marie. Nous avons retracé le contenu des bennes à ordures en nous rendant à l'entreprise qui les ramassait. Nous avons su exactement à quel moment les bennes avaient été vidées et où leur contenu se trouvait. Une équipe d'experts arriva au site d'enfouissement du Delaware. L'équipe se mit à la recherche de tout indice qui pouvait provenir de la maison de Thomas Capano. Nous étions à la recherche du tapis et de la causeuse, de même que de l'arme du crime et peut-être aussi du corps d'Anne-Marie Fahy. Les agents du FBI fouillèrent parmi les détritus pendant 4 chaudes journées éreintantes, sans rien trouver. Ils abandonnèrent les recherches, fatigués et frustrés. Le 6 septembre, les agents reçurent l'appel déterminant qu'ils attendaient. Le plasma sanguin tiré de la prise de sang d'Anne-Marie 1 mois avant sa disparition avait été retrouvé juste avant qu'il n'atteigne sa destination finale en Europe. Pour comparer l'ADN des taches de sang trouvées dans la maison de Capano, les experts devaient d'abord obtenir l'ADN d'Anne-Marie. À son étonnement,
Giusti y trouva des résidus de globules rouges. Cela lui permit d'obtenir une petite quantité de l'ADN d'Anne-Marie. Il le compara ensuite à celui du sang d'origine inconnue. Il provenait de la même personne. Les agents disposaient enfin d'une preuve matérielle qui appuyait leurs soupçons quant à la culpabilité de Thomas Capano. Ils devaient maintenant en trouver d'autres pour consolider leur enquête. En examinant les relevés des appels téléphoniques de Capano faits à partir de son portable, ils constatèrent qu'il avait appelé une certaine Debbie McIntyre de Stone Harbor au New Jersey le 28 juin, soit le lendemain matin de la disparition d'Anne-Marie. Les agents apprirent alors que Debbie McIntyre était une autre maîtresse de Capano. Les agents apprirent que le bateau de Jerry Capano, le cadet de la famille, était ancré à Stone Harbor. Jerry Capano avait vendu son bateau sur place. Quelqu'un qui vivait dans le secteur en avait fait l'acquisition. Nous sommes parvenus à retracer l'acheteur et à examiner le bateau. Le nouveau propriétaire déclara que Jerry lui avait vendu le bateau sans les ancres. On pouvait présumer qu'elle servait désormais à retenir le corps d'Anne-Marie au fond de la mer. Au début du mois de novembre 1996, nous avons mis au point une opération secrète dans le but d'obtenir des déclarations incriminantes sur les activités de Jerry, ou toute autre information sur le rôle qu'il aurait joué le 28 juin pour se débarrasser du corps d'Anne-Marie. Pendant 11 mois, des agents secrets le suivirent à la trace. Ils constatèrent que Jerry fréquentait des bars et des boîtes de nuit et qu'il se droguait. Ils apprirent aussi qu'il collectionnait les armes à feu. Pour un utilisateur de drogue reconnu, cela constituait un crime de la compétence du fédéral. Dans la soirée du 9 octobre 1997, soit 15 mois après la disparition d'Anne-Marie Fahey, le FBI, aidé du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, organisa une descente chez Jerry Capano. Si les agents trouvaient à la fois des narcotiques illégaux et des armes chez Jerry, ils auraient assez d'éléments incriminants pour exercer une pression sur lui et obtenir sa coopération. Mais la collection de carabines et de pistolets ne serait considérée illégale que si l'on trouvait de la drogue sur les lieux. L'agent Halpert trouva de la cocaïne et de la marijuana. On disposait maintenant des preuves nécessaires pour accuser Jerry Capano d'avoir enfreint la loi sur les armes à feu. On pouvait également l'accuser d'avoir mis la sécurité de son enfant de 3 ans en danger, mais les agents n'en firent rien. Ils offrirent à Jerry l'immunité en échange de son témoignage contre Thomas. Un avocat à ses côtés, Jerry parla finalement de son implication dans l'affaire. Tout avait commencé plusieurs mois avant la disparition d'Anne-Marie. En février 1996, son frère Thomas était venu le trouver pour lui demander de l'aide. Jerry déclara à l'agent Eric Halpert qu'il ne savait pas alors que son frère mentait. Thomas Capano lui a confié qu'un individu lui extorquait de l'argent et le menaçait de s'en prendre à ses enfants. Il a demandé à Jerry de l'aider à trouver du liquide pour payer le maître chanteur. Il lui a aussi demandé de lui trouver un pistolet, en ajoutant qu'il aurait peut-être besoin de son bateau un jour pour se débarrasser du corps de l'individu. Jerry remit à Thomas la somme de $8,000 ainsi que l'arme à feu qu'il lui avait demandé. Thomas lui rendit l'arme à feu le mois suivant en lui disant que la somme d'argent avait suffi à calmer le maître chanteur. Jerry n'entendit plus parler de son frère ni de cette histoire avant le 29 juin 1996. Tôt le matin, il trouva Thomas garé au bout de son allée. Il avait l'air contrarié. Jerry nous a dit que dès que Thomas lui a demandé la permission d'utiliser son bateau, il a compris qu'il avait tué quelqu'un. Jerry ne voulait pas être impliqué dans cette affaire et il refusait de lui prêter son bateau. Thomas a alors joué la carte de la manipulation en affirmant qu'il n'avait personne d'autre que lui vers qui se tourner. Jerry a fini par flancher. Il a accepté de rencontrer Thomas, de le conduire à Stone Harbor, de prendre le bateau pour se débarrasser du corps. À l'abri des regards, il a rencontré Thomas dans son garage. Ce dernier lui a demandé de l'aider à monter une glacière très lourde dans sa mini-fourgonnette. Jerry n'a jamais ouvert la glacière, mais il croyait qu'elle contenait le corps du maître chanteur. Arrivés à Stone Harbor, ils transportèrent la glacière sur le quai à la vue de tous. Thomas Capano demanda alors à son frère d'aller à au moins 100 km des côtes, en eau assez profonde pour que le corps disparaisse à jamais. Personne ne devait voir ce que les deux frères s'apprêtaient à faire. Ils jetèrent la glacière dans les eaux, mais Thomas avait mal évalué la situation. Le cercueil de fortune flottait. Thomas ordonna à Jerry de faire couler la glacière en tirant dessus à l'aide de son arme à feu. Rien n'y fit. Le riche avocat repêcha la glacière et décida de faire couler le corps sans elle. Comme son jeune frère ne voulait pas être impliqué, il se rendit à l'avant du bateau pendant que Thomas enroulait la corde de l'ancre autour du cadavre. En revenant à Stone Harbor,
Thomas Capano démonta la glacière et en jeta les morceaux dans la mer. Le sale boulot n'était pas encore terminé. Il restait encore d'autres indices à éliminer. Thomas lui a dit « J'ai besoin de ton aide pour me débarrasser de la causeuse. » Les deux frères jetèrent la causeuse et le tapis dans une des bennes à ordures du chantier de construction dont Louis s'occupait. Quand il apprit que Jerry avait coopéré avec la police, Louis se présenta au poste flanqué de ses avocats 2 jours plus tard. Il reconnut qu'il avait obéi à l'ordre de son frère Thomas de faire vider les bennes à ordures plus tôt que prévu. Le FBI prit Thomas Capano en filature 24 heures par jour. Les agents croyaient que le présumé meurtrier essaierait peut-être de tuer ses frères pour les empêcher de témoigner contre lui. Moins d'1 semaine plus tard, soit le 12 novembre 1997, l'équipe qui surveillait Thomas l'aperçut lui et son frère Joseph en train de mettre des valises dans cette Jeep. Ils prirent ensuite la route de l'aéroport. Les enquêteurs craignaient de ne pas avoir encore assez de preuves pour faire accuser Thomas Capano d'enlèvement et de meurtre. Ils savaient toutefois qu'ils devaient absolument l'empêcher de quitter la juridiction. L'agent Halpert obtint la permission de le faire arrêter pour avoir fait obstruction à la justice en contraignant ses frères à donner des faux témoignages. 17 mois après sa disparition, le présumé meurtrier d'Anne-Marie Fahey était enfin en détention. Ses 2 frères étaient prêts à témoigner contre lui. Malgré les indications de Jerry, les enquêteurs ne parvinrent pas à retrouver le corps de la victime. La seule preuve matérielle contre Thomas Capano était constituée des 2 gouttelettes de sang de Fahey trouvées dans son salon. Pendant que les enquêteurs se préparaient à un procès difficile, l'agent spécial Eric Halpert reçut des informations qui pouvaient peut-être consolider l'enquête. Quelqu'un nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé une glacière qui flottait sur la mer au cours du congé du 4 juillet 1996. Je lui ai demandé de me décrire la glacière. Il m'a alors dit que le couvercle n'était plus là et qu'elle avait été transpercée d'un projectile. Halpert se rendit immédiatement à Bay City, au New Jersey, à environ 2 heures de route pour remonter cette piste. Il y avait 2 trous de projectiles et des taches de sang. On était surpris de voir cette glacière toute neuve. Les trous de projectiles ne nous surprenaient pas beaucoup, ni les taches de sang. On tire souvent sur des requins par ici. Il y avait peut-être eu un requin là-dedans sur lequel on avait tiré. Les agents constatèrent par la suite que le code barre sous la glacière correspondait au code de celle achetée par Capano avec sa carte de crédit le 22 avril, soit 2 mois avant la disparition d'Anne-Marie. Cette glacière était très importante pour nous parce que, grâce à elle, l'équipe de la défense ne pouvait dire que Jerry Capano mentait. Elle corroborait ce que notre témoin avait déclaré bien avant qu'on ne la retrouve. Les enquêteurs n'avaient cependant pas encore trouvé l'arme du crime. Ils examinèrent les relevés des armureries de la région pour voir si Capano ou l'un de ses proches avait acheté une arme à feu. Debbie McIntyre, la maîtresse de Capano, avait acheté un Beretta de calibre 22 le 13 mai 1996, soit 6 semaines avant la disparition de Fahey. Les agents convoquèrent McIntyre à un interrogatoire. À l'entendre, elle ne voyait Thomas Capano qu'à l'occasion. Quand Connolly lui demanda si Capano possédait une arme à feu, elle le nia. Je lui ai alors demandé si elle possédait une arme elle-même. Son comportement a alors changé du tout au tout. Elle a rougi et elle est devenue très nerveuse. On pouvait voir qu'elle mentait. Elle nous a raconté cette histoire incroyable où elle disait avoir acheté une arme mais l'avoir ensuite jetée aux poubelles. Nous lui avons ensuite demandé si quelqu'un savait qu'elle avait acheté cette arme. Et elle nous a répondu « Oui, une seule, Thomas Capano ». Connolly informa McIntyre qu'en fournissant cette arme à Capano, elle avait commis un crime. Suite à la recommandation de son avocat, elle reconnut que Capano lui avait demandé d'acheter cette arme pour lui. Le procès débuta le 26 octobre 1998. Selon le procureur, Capano aurait forcé Anne-Marie à venir chez lui. Elle était résolue à mettre un terme à leur liaison et Capano ne l'acceptait pas. Il s'est emparé du Beretta que McIntyre avait acheté pour lui et il a tué Fahey de sang-froid. Le 17 janvier 1999, le jury prononça son verdict. Mr. Foreman, has the jury reached a verdict? Yes, Your Honor, we have. Please rise. Sur la base du témoignage de son frère, de l'indice du sang et de la glacière retrouvée, le réputé et riche avocat Thomas Capano fut trouvé coupable de meurtre au 1er degré.